de l'amour de votre vie à la peur de la perdre. C'est ce qu'a ressenti une femme de Caroline du Sud lorsqu'elle est rentrée chez elle et a prétendument trouvé son ex-petite amie cachée nue dans sa douche. Il ne portait qu'un masque de fortune fabriqué à partir de ses sous-vêtements et était armé d'un couteau. Voici Scandale, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Il y a une raison pour laquelle on dit que rompre, c'est difficile à faire, parce que c'est vrai. Il y a des sentiments blessés, des changements d'emploi du temps ou d'habitude, parfois un déménagement, et tout cela est normal. C'est à prévoir. Ce à quoi on ne s'attend pas, par contre, c'est de sortir dîner et boire un verre avec ses copines, de rentrer chez soi et de trouver son ex séparé caché nu dans sa douche avec un couteau. Mais c'est apparemment ce qui s'est passé dans cette affaire, faisant passer la relation des bisous et des photos de fête à une photo d'identité judiciaire, des accusations criminelles et un procès civil. Le scandale du jour se déroule à Charleston, Caroline du Sud, où vivent la victime et la prévenue. À un moment donné, ils formaient un couple, Hailey Leggins et Jackson, ainsi qu'Arnold. De nombreuses photos d'eux et des publications où ils affichent leur amour circulent sur les réseaux sociaux. Ceci a été publié le 11 septembre 2024 depuis le compte de Jackson et la publication comprenait des photos du couple ensemble. Et voici la légende qu'il a écrite « Joyeux anniversaire à l'unique Hailey Leggins, emoji cœur blond. Depuis notre rencontre, tu as beaucoup grandi en toi-même et avec les autres, et je suis ravie de te célébrer aujourd'hui. Emoji cœur blanc, tu es une bénédiction pour nous tous et vraiment quelqu'un que nous pouvons tous admirer. » Les mots ne suffisent pas à dire combien je suis fière de toi et de ton parcours. Et je sais simplement que tu vas accomplir de grandes choses dans ce monde. Que ce jour soit un jour que tu n'oublieras jamais, mais plutôt un jour que tu chériras pour toujours. Emoji cœur blanc. 24 te va à merveille, ma chérie. 3 points d'exclamation. Je t'aime, joyeux anniversaire. Emoji cœur blanc. Ils semblent heureux ensemble, non? Je veux dire, ils ont peut-être été heureux à un moment donné, mais selon la chaîne de télévision locale WCBD, ils étaient dans une relation en dents de scie. Et selon la plainte civile de Hailey, cette relation s'est en fait terminée avant le 3 mai 2025, mais c'est la veille au soir que les choses ont vraiment changé. Et cela nous amène au 2 mai de cette année. Selon la plainte civile, après leur séparation, le défendeur Jackson est devenu excessivement obsédé par la localisation de la plaignante Hailey. À tel point, selon cette plainte civile, que Jackson aurait suivi Hailey partout, y compris à son travail de nourrice où elle s'occupait de jeunes enfants. Mais les choses ont vraiment dégénéré, comme je l'ai dit, le 2 mai. Ce soir-là, Hailey a dîné et bu un verre avec des amis, passant un excellent moment. Quand elle a terminé, elle est rentrée chez elle, au centre-ville de Charleston. Elle est entrée et tout semblait normal. Comme quand on rentre chez soi, on ne pense pas qu'il y ait un problème. Je veux dire, il n'y avait aucun signe d'effraction, il ne semblait y avoir personne et elle n'attendait personne. Hailey a simplement continué comme d'habitude. Elle a changé de vêtements, puis elle s'apprêtait à aller chez ses parents, dont la maison était reliée à la sienne. Quand, sans prévenir, un homme est apparu dans sa salle de bain, il l'attendait caché dans sa douche. Et écoute ça, l'homme ne portait aucun vêtement. Non, il se tenait là complètement nu, avec 2 exceptions. Premièrement, il portait une culotte de Hailey comme masque pour cacher son visage. Et deuxièmement, il tenait un couteau. Selon WCBD, la police affirme que le suspect a brandi le couteau et a fait semblant de trancher la gorge de Hailey, presque comme une menace. En se référant maintenant aux documents du tribunal, il est indiqué que la prévenue a commencé à s'approcher de la plaignante à vive allure tout en brandissant le couteau mentionné précédemment. Alors qu'il court vers Hailey avec ce couteau, elle parvient d'une manière ou d'une autre à le lui arracher des mains. Mais ensuite, il aurait tenté de l'étrangler avec ses mains. Sa plainte civile indique, je cite, « Sans avertissement, le défendeur a pressé ses mains contre la gorge de la plaignante, l'a forcée à terre et l'a étranglée violemment. » Mais Hailey n'avait pas fini de se battre. Elle a arraché le masque de l'homme, dévoilant son visage. À ce moment, Hailey réalisa qu'elle connaissait l'intrus. C'était son ex, Jackson Arnold. Après avoir enlevé les sous-vêtements, le prévenu a arrêté d'étrangler la plaignante et s'est mis à marmonner. À ce moment-là, Hailey a pu s'échapper chez ses parents, où elle a appelé la police.
Avant d'être placé en détention, Jackson a tenté de donner une explication à tout cela. Il a dit que ce n'était qu'une blague, qu'il voulait détendre l'atmosphère et parler à Haley. Jackson a été arrêté et conduit au centre de détention du shérif L. Cannon à Charleston. Il a ensuite été inculpé d'agression grave, de cambriolage au premier degré et de possession d'une arme lors d'un crime violent. Les enquêteurs pensent que Jackson s'est introduit en douce dans la maison de Haley par un garage séparé puis a simplement attendu là pour elle. Nu sous la douche, jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle après un dîner et des verres avec des amis. La procédure pénale dans cette affaire est toujours en cours, tout comme la procédure civile. C'est parce que Haley a en fait intenté un procès contre Jackson le mois dernier, l'accusant d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, d'agression et de coups et blessures civiles, ainsi que de violation de domicile. Voici ce qu'elle répond à chaque allégation. Pour l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, Haley déclare, je cite, « Les actes du défendeur étaient imprudents et pouvaient raisonnablement causer une grande détresse émotionnelle à la plaignante. Que le comportement et les actions du défendeur étaient si extrêmes et scandaleux qu'ils dépassaient toutes les limites possibles de la décence et devraient être considérés comme atroces et totalement intolérables dans une société civilisée. » Concernant les accusations d'agression et de coups et blessures aux civils, Haley et son équipe affirment que le défendeur a intentionnellement causé un contact nuisible et offensant envers la plaignante en brandissant un couteau et en l'étranglant. La plaignante était consciente de la menace et avait une croyance raisonnable que le contact nuisible et défensif aurait lieu. Que le contact était nuisible, blessant et offensant. Selon la dignité de toute personne raisonnable, et pour l'allégation d'intrusion, la plainte de Haley allègue que la défendresse est entrée intentionnellement et sans autorisation dans le domicile de la plaignante. À aucun moment la plaignante n'a donné à la défendresse la permission d'entrer dans son domicile. La défendresse savait que ces actes étaient une intrusion. La plainte de Haley conclut, la plaignante demande un jugement contre la défendresse pour une somme juste et équitable de dommages-intérêts réels et punitifs. Pour les frais de cette action et pour toute autre réparation supplémentaire que ce tribunal jugera juste et appropriée. Voilà les faits de l'affaire, selon les documents et rapports du tribunal. Mais j'ai encore beaucoup de points d'interrogation à propos de cette affaire, et je parie que vous aussi. Passons à l'interview. Je suis maintenant rejointe par Serena Townsend, ancienne procureure spécialisée dans les crimes sexuels et avocate de la défense pénale. Serena, merci d'être venue et de parler de cette affaire vraiment folle. Je vais commencer par le côté procureur de votre parcours. Pourquoi pas d'accusation de tentative de meurtre? Le fait qu'il y ait un couteau et ensuite une strangulation dans tout ça, comme il l'a étranglé, selon les procureurs. Pourquoi n'est-ce pas une accusation? C'est une excellente question. En général, les procureurs sont assez prudents quand il s'agit d'inculper pour tentative de meurtre. C'est généralement dans les cas où il y a des blessures physiques, comme des blessures physiques assez graves. Souvent, si quelqu'un est malheureusement blessé par balle mais ne meurt pas, heureusement, ou s'il a failli être tué. Donc, je comprends ce que tu dis. Tu sais, techniquement, si son intention était de la tuer, ce qui serait aussi un peu difficile à prouver selon la situation. Et il s'est un peu jeté sur elle, il l'a étranglée et il a commencé à faire des choses qui auraient pu potentiellement la tuer. C'est une question valable, mais en général, ce type d'accusation est réservé au cas où quelqu'un est gravement blessé. Donc, c'est peut-être l'idée que les procureurs espéraient obtenir une condamnation. Je veux dire, c'est vraiment tout ce qui compte, non? Ils portent les accusations pour lesquelles ils pensent pouvoir satisfaire à la charge de la preuve. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi les accusations qu'ils ont retenues. Est-ce que ces accusations avaient du sens pour vous? Oui, elles en avaient, et techniquement, il s'agit toujours de savoir s'ils peuvent prouver l'affaire au-delà de tout doute raisonnable. Donc, ils n'aiment vraiment pas perdre. Ils n'aiment vraiment pas porter plainte dans une situation où ils savent qu'ils n'obtiendront pas de condamnation. Les accusations me semblent fondées, vous savez, pour intrusion. Il savait qu'il ne devait pas être là, mais il y est allé quand même. Vous savez, et l'agression, il l'a effectivement attaqué physiquement, il lui a fait peur. Et il semble bien qu'il avait l'intention de faire ça parce que ce n'est pas comme s'il était venu en l'annonçant. Il n'a pas sonné et elle n'a pas ouvert, il est venu à l'improviste. D'accord. Cela m'amène à ma prochaine question. Je sais que lorsqu'on évoque un guet-apens, c'est souvent lié à une accusation de meurtre. Car bien souvent, c'est de cela qu'il s'agit dans Scandal et Law and Crime, le guet-apens. Il se cache dans sa douche, il serait entré par une porte ouverte dans le garage, peu importe.
Elle n'était même pas chez elle à ce moment-là. Pour moi, c'est un peu prémédité. Et encore, je sais qu'il n'y a pas d'accusation de meurtre. Il n'y a pas d'accusation de tentative de meurtre, mais la préméditation semble prévaloir ici. Le fait qu'il l'attendait, qu'il ait pénétré par effraction chez elle, alors qu'elle n'était même pas là. Aussi, pour moi, c'est suffisant s'il est là, debout sous la douche, à attendre qu'elle rentre chez elle. Pour se demander « Oh, je n'ai pas frappé, je n'ai pas de clé, je n'habite pas ici, devrais-je être là? » Que penses-tu de tout ça et du délai à ce moment-là? Je pense que ça montre une préméditation. Je veux dire, il y a clairement eu un plan. Il devait savoir qu'elle n'était pas chez elle, donc c'est encore une chose qu'il a dû rechercher ou découvrir. Donc il savait qu'elle n'était pas là. Il est entré, il s'est déshabillé, il a mis sa culotte sur son visage, il est dans la douche avec un grand couteau. Je veux dire, ça ressemble littéralement à une scène sortie de Psychose, littéralement psychopathe. Je veux dire, c'est vraiment fou et ça montre qu'il y avait beaucoup de préparation. On dirait vraiment qu'il la suivait et qu'il connaissait ses allées et venues. Et il est entré à un moment où il a pu se faufiler à l'intérieur et faire tout ce qu'il devait faire pour préparer cette attaque. Tous les détails que tu viens de mentionner, le fait qu'il ait le couteau et la douche, la référence à Psychose qui est tellement évidente. Mes collègues et moi parlions aujourd'hui d'Halloween, presque comme dans un scénario à la Michael Myers. Le fait qu'il porte le masque, alors analysons ces éléments. Le fait qu'il se cache nu. D'accord, s'il y a quelqu'un chez moi que je n'ai pas invité chez moi. Quand je rentre chez moi après avoir bu un verre et dîné avec mes amis, je vais être terrifiée, peu importe ce qu'il porte. Mais le fait qu'il soit nu dans tout ça, c'est choquant. Je n'ai pas demandé à voir cet homme nu. Elle n'a pas demandé ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Pourquoi aurait-il enlevé ses vêtements pour ajouter une couche de peur? C'est terrifiant. Tu sais, d'après ce que j'ai lu dans la plainte, tu sais, après s'être libéré de son emprise et lui avoir retiré son masque, il s'est mis à bafouiller de façon incontrôlable. Maintenant, il essaie de prétendre que c'était une blague. Ce sont des choses qui m'inquiètent, que sa défense pourrait être qu'il est mentalement inapte, qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui mentalement. Et c'est là-dessus qu'ils vont s'appuyer pour essayer d'atténuer ses intentions et ses motivations, parce que ce qu'il a fait est vraiment insensé. Je veux dire, il a presque tout essayé pour aggraver la peur en se cachant, en étant quasi nu, en utilisant ses sous-vêtements au lieu d'un masque classique pour se couvrir. L'élément de surprise. Tout cela semble fou. Je ne comprends pas le sous-vêtement comme masque. Je veux dire, j'imagine que si on parle d'un masque, c'est peut-être pour masquer littéralement son identité, parce qu'elle le connaît, elle est sortie avec lui. Évidemment, si elle le regarde en face, elle va pouvoir reconnaître. Et je te connais, tu étais mon petit ami. Donc s'il porte un masque, d'accord, je comprends un peu. Il veut lui faire peur ou au moins masquer son identité. Mais ces sous-vêtements, je veux dire, c'est un autre niveau d'atteinte à la vie privée. C'est quelque chose que, sur plus de 1000 épisodes de Law and Crime que j'ai fait ici, je n'ai jamais eu à rapporter. Un homme portant les sous-vêtements d'une femme sur son visage comme un masque. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce petit détail? Il y a un côté sexuellement pervers là-dedans, non? On est à la veille d'Halloween, bien que cela ait eu lieu en mai. Mais il y a toujours des occasions d'aller faire du shopping et d'acheter un vrai masque, ou simplement une cagoule, non? Comme tout ce qui peut te couvrir le visage. Ce n'est pas quelque chose qui a été sur son corps d'une manière très intime à un moment donné. Donc, le fait qu'il ait choisi sa lingerie pour la mettre sur sa tête n'est pas un hasard, à mon avis. Et c'est une chose perverse qu'il a faite. Et aussi, d'après les rapports et sa plainte civile, quand elle a réussi à enlever ce masque de fortune, ça me rappelle Halloween, le film original. Jamie Lee Curtis arrache le masque de Michael Myers, qui panique en voyant son visage révélé. C'est un moment clé du film. C'est aussi ce qui semble s'être passé ici. Quand son visage est exposé, elle peut le reconnaître. « Oui, je te connais. Tu es mon ex-petit ami. » Il panique. Donc, pour moi, je me dis d'accord. Conscience de culpabilité. Le fait que tu as caché ton visage pour qu'elle ne puisse pas t'identifier. Si elle contacte la police ou quelqu'un d'autre pour en parler, je suis sûre qu'ils partagent le même groupe d'amis. Mais pourquoi penses-tu qu'il a eu cette réaction folle quand elle a retiré le masque et qu'elle a enfin pu découvrir qui était cette personne? C'est très difficile de se mettre dans la tête de quelqu'un qui ferait ça. Ça semble vraiment exagéré. Je pense qu'il a été clairement surpris. Je ne sais pas s'il s'attendait à ce qu'elle survive à cette rencontre ou au moins qu'elle le démasque pendant la rencontre.
Et je pense qu'une fois qu'il a été exposé, sans mauvais jeu de mots, complètement exposé à ce moment-là, n'est-ce pas, de la tête aux pieds, je pense qu'il a paniqué. Je pense qu'il s'est dit, oh mon Dieu, A, elle a réussi à s'échapper. Et B, maintenant, elle sait que je suis son agresseur. Si on y pense, on dirait qu'il la suivait depuis un certain temps. Donc il était dans l'ombre d'une manière secrète durant tout ce temps, pas juste cette nuit. Et donc, le fait d'être exposé comme ça et découvert a dû être choquant pour lui aussi. Et tant mieux pour elle d'avoir pu faire ça. Oh mon Dieu! La femme dans toute cette histoire, la victime, la survivante, elle a été tellement forte pour faire ce qu'elle a fait. Franchement, tout mon respect pour elle. Vu ces accusations, je n'arrive même pas à imaginer. Et quelque chose que tu viens de souligner, le fait qu'il semble qu'il l'ait peut-être harcelé pendant un certain temps dans toute cette histoire. Je voulais justement reparler avec toi de ton expérience d'ex-procureur spécialisé dans les crimes sexuels. Je veux dire, est-ce que c'est le moment le plus dangereux d'une relation pour une femme ou un homme? Vraiment? S'il quitte une relation qui comporte peut-être une forme d'abus ou quelque chose comme ça, est-ce que ça peut être l'un des moments les plus dangereux? Il me semble que c'est un schéma qu'on voit parfois. Absolument. L'une des choses, ou une chose les plus frustrantes pour moi quand j'étais procureur, c'était mon manque de pouvoir pour protéger les femmes de cette manière. Je dois avouer que je me retrouvais assise avec des femmes qui avaient été attaquées par leurs compagnons ou même harcelées. Et le mieux que je pouvais faire, c'était de leur dire, écoutez, vous savez, après avoir engagé cette poursuite, vous allez avoir cette ordonnance de protection. Oui, c'était presque risible car elle disait, d'accord, j'ai ce papier et s'il le viole, il risque d'autres infractions. Je pourrais être morte. Qui s'en soucie? Et c'était vraiment, vraiment bouleversant de voir qu'il y a un manque de moyens pour protéger les femmes de cette manière, même en tant que force de l'ordre. Quand vous avez un harceleur aussi déterminé que cet homme ici, C'est effrayant. Ce niveau touche aussi bien les femmes que les hommes, ce n'est pas réservé aux femmes. Mais traditionnellement, on voit souvent cela chez des femmes qui ont un homme avec qui elles sont en couple, qui va encore plus loin avec le harcèlement et ce genre de choses. Je me demande maintenant, avec les chefs d'accusation fondés sur tout ce qu'elle a apporté. Il était chez moi, il avait un couteau, etc. Tout ce dont nous avons parlé. Pensez-vous que les procureurs vont collaborer avec les enquêteurs pour revoir leurs relations, notamment leurs messages textes, pour vérifier s'ils ont des caméras Ring? Et il avait déjà conduit devant chez elle, auparavant, un peu pour repérer les lieux et voir, vous savez, à quelle heure elle serait chez elle, son emploi du temps, etc. Ces éléments ont-ils de la valeur pour les procureurs? absolument. Et j'espère que le procureur travaillera avec la police pour essayer de remonter la piste. Une partie de la raison pour laquelle c'est si important, c'est pour établir son intention, n'est-ce pas? Encore une fois, il va dire qu'il a perdu la tête cette nuit-là et était fou. Et qu'il ne peut pas vraiment comprendre le crime qu'il a commis, ce qui concerne sa santé mentale. Ce serait un argument très fort de pouvoir dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'on t'a vu sur la caméra de sa sonnette, comme tu l'as dit, ou en train de lui envoyer des messages, ou de chercher certaines choses sur Google. Sur la façon de commettre ce crime des jours, semaines ou mois avant qu'il ne se produise. Et cela aiderait à établir ce que nous appelons le mens rea, ou leur intention de commettre ce crime. J'espère vraiment qu'ils vont approfondir cette affaire, parce que cet incident cette nuit-là, je n'ai pas l'impression que c'était un cas isolé. Elle ne sait peut-être pas ce qu'il lui faisait d'autre, ou, vous savez, ce qu'il recherchait sur elle. Mais ce serait bien qu'il le découvre. Pour moi, il semble qu'il y avait l'intention, la mens rea. Il y avait une sorte de plan parce qu'il n'a pas frappé à la porte ni sonné à la sonnette. Il semblait savoir qu'elle était sortie prendre un verre et dîner avec ses amis. Donc, il savait, d'accord, personne ne devrait être à la maison. Je devrais pouvoir me glisser dans cette douche, je pense, a-t-il dit, me faufiler avant. Et c'est vraiment ce que j'imagine. Quelqu'un d'un peu louche, vous voyez, qui s'approche de la douche et s'y cache. Et c'est terrifiant. Une autre chose qui est alléguée dans tout cela, c'est qu'il avait un grand couteau avec lui et qu'il a posé le couteau sur son cou. Je veux dire, il ne s'est pas vraiment entaillé. Mais il a fait le geste où l'on passe le couteau sur son cou, comme quand on passe le doigt sur la gorge. Vous voyez, comme dans les films d'horreur où les gens menacent en mimant « Je vais t'égorger, te couper la gorge ou le cou ». Star Wars. Je veux dire, est-ce que c'est un facteur aggravant dans tout ça qui ajoute, je suppose, à l'intensité de ce crime présumé? Absolument, surtout pour la plainte civile. Je veux dire, elle affirme qu'elle a été bouleversée émotionnellement et traumatisée par cela. Donc, tous ces petits actes qui se sont accumulés pendant cet incident sont pour elle des moyens d'expliquer pourquoi il lui a inspiré un tel niveau de peur.
Pour la poursuite pénale, oui, cela concerne son intention, il va le prétendre. Ça ressemble à une blague, mais il est très difficile de convaincre quelqu'un, vous savez, un jury ou un juge, que c'est une blague. Si, après avoir été démasqué, tu n'as pas réagi par « ha ha, surprise ». Au lieu de cela, tu as commencé à l'étrangler, tu vois? Donc, ça ne va pas dans ce sens. Toutes ces choses qu'il a faites avant, pendant et après ne ressemblent pas du tout à une simple blague inoffensive. Pour moi, la blague ne tient pas du tout la route. J'ai beaucoup parlé de cette affaire parce que, honnêtement, elle me fait vraiment réfléchir. J'en parlais à mon mari, mes collègues et à vous, et l'idée même que ce soit une blague n'a aucun sens parce que, d'abord, ce n'est pas drôle. Depuis qu'elle a intenté son procès, elle a été bouleversée, ce que nous aborderons bientôt au procès civil. Mais surtout, ce n'est pas drôle d'avoir un vrai couteau. Quelque chose aurait pu arriver, intentionnel ou non, il aurait pu trébucher et tomber, et nul ne sait ce qui aurait pu se passer. Donc, si c'est ce qu'il utilise comme défense, ça n'a aucun sens pour moi. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire en me mettant du côté de l'avocat de la défense, penses-tu qu'ils vont vraiment choisir la voie d'un trouble mental quelconque? Ou s'il a déjà pris des médicaments ou consulté un thérapeute, s'il a un diagnostic, est-ce que c'est la voie qu'il devrait prendre? Je pense qu'ils sont obligés parce que, tout d'abord, on ne peut pas dire que c'est un mystère à résoudre. Impossible de nier que c'était moi. Après tout, ces deux personnes ne sont pas des inconnus. Il ne peut pas y avoir d'erreur d'identification. Elle sait qui il est, elle l'a démasqué. Donc, il est impossible de dire que ce n'était pas moi. Il faut maintenant se demander quelle était son intention. Et si, au fond, il ne voulait pas lui faire de mal, mais plaisantait simplement. Vous savez, personne ne va croire ça. Comme on vient de le dire, ça n'a aucun sens, surtout parce que c'est son ex, non? Ce n'est même pas comme s'ils étaient encore amis maintenant. Il n'avait aucune raison d'être dans cette maison, donc ça ne marchera pas. J'ai l'impression que la défense ne peut dire que, eh bien, pour lui, c'était logique que ce soit une blague. Dans son esprit, il pensait qu'il n'y avait ni mal ni conséquence parce que son esprit n'est pas comme le nôtre. Il est perturbé, il a un trouble mental. Et je pense qu'ils doivent un peu suivre cette voie s'ils veulent préparer une défense à l'avenir, au lieu d'accepter immédiatement un plaidoyer de culpabilité. Ce sera intéressant de voir si c'est ce qui va se passer. Si cela devait aller jusqu'au procès, au lieu d'un accord de plaidoyer comme tu l'as mentionné. Peu importe la suite, je pense qu'on donnera notre avis puis attendra. Une action civile s'ajoute maintenant. Qu'en penses-tu? Penses-tu qu'il était justifié d'intenter cette action civile? Je veux dire, je l'ai lu, je te l'ai envoyé. Et il semble qu'elle ait exposé les faits, comme si elle disait qu'il lui était arrivé, ainsi que les conséquences qu'elle subit depuis. Le simple fait que quelqu'un entre chez toi peut déjà être terrifiant. Ça pourrait provoquer une sorte de trouble de stress post-traumatique. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses du procès civil? J'ai trouvé ça très bien et en fait, j'ai aimé la plainte parce qu'elle était courte, concise et directe. C'était un document de 5 pages, très simplement présenté. Et à mon avis, cela établit les éléments de cette action civile. Et comme vous le savez, nous en avons probablement déjà parlé plusieurs fois. Si vous pouviez prouver sans aucun doute raisonnable qu'un crime a eu lieu et qu'elle en est la victime. Réussir dans une action civile est plus facile car il suffit d'un niveau de preuve inférieur à celui du doute raisonnable. En gros, il suffit qu'il soit plus probable que cela se soit produit et qu'il ait eu l'intention requise de faire ces choses. Donc, je pense que, vous savez, s'ils estiment vraiment que l'affaire pénale pourrait aboutir, alors ils ont certainement assez de preuves pour le démontrer. Elle était bouleversée émotionnellement à cause de cela et il a effectivement commis ces actes qui lui ont causé cette détresse émotionnelle. Je pense que tous ceux qui lisent ceci et apprennent cette affaire le seraient aussi. Il n'est pas surprenant que quelqu'un dans sa position soit bouleversé par ces événements. Surtout la façon dont nous en parlons et tentons de nous mettre à leur place. C'est la pire crainte de tous. Sous la douche, tu penses, si quelqu'un entre, tout le monde a déjà ressenti ça en regardant cette vidéo. Quand ils sont sous la douche, tu peux imaginer être dans ta salle de bain en train de te brosser les dents et quelqu'un sort de ta douche? Peu importe comment ça se passe, c'est terrifiant d'y penser. Et quelque chose qui m'a aussi marqué dans ce procès civil, c'est que dans les nombreux procès civils que j'ai couverts, d'habitude, le plaignant demande une certaine somme d'argent à la fin. Je pense que la plupart de ceux que j'ai couverts concernaient l'affaire de P. Diddy. Donc parfois, ce sont des centaines de millions ou peu importe le montant qu'ils demandent. Cependant, dans ce cas, il n'y avait pas de montant précis. En gros, pour moi, c'est ce que j'ai pensé. Je voudrais aussi ton avis. Pour moi, Serena est
Elle disait: Je veux qu'on sache que tu m'as dérangé, bouleversé, que tu as violé ma tranquillité. Mon foyer a été envahi, cet espace m'appartient. Pour moi, c'était un message fort. Elle ne disait pas: Oh, je veux tant d'argent. Pour moi, c'était juste sa façon de dire: Tu dois être tenu responsable de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu penses de l'aspect numérique de tout ça? Oui, je pense que beaucoup de gens dans notre société, surtout, ont l'impression que nous sommes une communauté très procédurière, n'est-ce pas? Et que c'est une question d'argent. On pense toujours que c'est pour l'argent quand on entend parler de quelqu'un qui poursuit quelqu'un d'autre en justice. Et parfois, c'est là que notre esprit va. Le fait qu'elle n'ait pas donné de montant précis et qu'il n'y ait pas eu de somme énorme nous amène à penser cela. Et je pense qu'il est raisonnable de croire qu'elle veut simplement être indemnisée, ce qui est vraiment le but d'un procès. Elle veut être indemnisée. Elle veut être, vous savez, justement, peut-être équitablement indemnisée ici, mais surtout, elle veut que cela soit connu. Tu m'as fait du mal, c'était inacceptable. Donc, je le fais. Je pense vraiment qu'il semble qu'elle ait des revendications légitimes et qu'elle ne cherche pas seulement à obtenir de l'argent. J'ai tendance à être d'accord avec toi sur tout cela. Si j'étais à sa place, je ressentirais sûrement la même chose. Je pense à elle. C'est vraiment une affaire étrange et intéressante que nous avons dû examiner aujourd'hui. Serena Townsend, merci d'être venue et de nous avoir expliqué tout ça. Merci beaucoup, Sierra. Et c'est là que le scandale d'aujourd'hui nous laisse pour l'instant. Pour suivre cette affaire et l'actualité True Crime, abonnez-vous à notre chaîne. Pour me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, vous pouvez me trouver sous le nom de Sierra Gillespie et vous pouvez aussi nous envoyer des messages à Scandal sur loncream.com. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandal. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine.